Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, on en est rendu à notre 108e épisode. Je me suis pas trompé. J'étais pas prêt à cette question-là. Il semble que c'est moins que ça. 105. Vraiment moins, c'est 105. Hey, tu voyages dans le futur, man. Ben oui, mais j'ai les regards tournés vers l'avenir, comme certains Jedi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons reparler de... En fait, on refait un nouveau duel Star Wars contre Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a eu deux jeux qui sont récemment parus dans ces deux franchises-là. Ben oui, Donc, on est de mon côté, on est au 108e épisode du podcast, mais au 4e épisode de cette série-là. Là, c'est jamais celui qui est trop dans une série de films, hein, le 4e. C'est tout le temps le meilleur, right? ça sort toujours bien, ouais. On peut pas faire de garantie parce que Vince est encore là, mais en tout cas, on va faire de notre mieux ce soir. Donc, tout ça pour dire que je vais défendre le jeu Star Wars Battle of Hoth. Et toi? Moi, je vais vous parler de Lord of the Ring, The Fate of the Fellowship, ou le destin de la communauté. Mais avant de parler du duel de l'an passé, j'aimerais ça qu'on revienne aussi sur l'épisode de la semaine dernière. Dans le fond, on avait parlé de l'éditeur de Black Rose Wars, qui est Ludus Magnus Studio, puis on avait un peu tourné autour du pot en faisant nos critiques de cet éditeur-là. Puis tu sais, il y a certaines personnes sur Discord, là, dont La Flèche puis Oli, qui sont venus nous dire, tu sais, c'est mieux de dire exactement qu'est-ce qu'on veut dire par là, parce que sinon on peut s'imaginer toutes sortes d'affaires, puis peut-être que ça va être pire que l'affaire à laquelle on faisait allusion au final. Mais dans le fond, je pense que ce qu'on voulait dire, c'est que beaucoup de leurs projets sont très en retard. Ils ont l'air d'être comme dans le mode comme le projet en cours finance les pertes du projet précédent, puis comme... Je pense que t'as parlé dans le passé que c'était limite comme une Ponzi scheme, leur affaire, là. Ouais, que ça avait l'air de ça, là. C'est sûr qu'on n'a pas de insider knowledge de ça, là, mais comme... Bref, on voulait pas parler de qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors de l'édition de jeu, là. Tu sais, il n'y a pas d'histoire de controverse, de propos racistes ou quoi que ce soit, là, comme on a pu voir dernièrement avec d'autres éditeurs, là. Fait que c'était juste comme... C'était des retards que je pourrais dire un peu intenses dans la livraison de leur campagne. Puis le fait qu'ils ont beaucoup de campagnes, qui ont eu beaucoup de retards, puis ils sont quand même constamment en train de lancer des nouvelles campagnes. Fait que tu sais, t'as comme un pattern qu'on a déjà vu dans d'autres compagnies qui finissent par amener puis marcher. Ouais, la chaîne peut débarquer puis le château peut s'écrouler, là. Fait que tu sais, quand tu back un jeu, il y a tout le temps un risque que tu l'aies pas. Ben, il y a certaines compagnies qui sont plus risquées que d'autres. Peut-être que celle-là, c'en est une. C'est juste ça qu'on voulait dire. On va essayer d'être plus... moins nébuleux à l'avenir concernant ce genre de situation-là. Yes, merci à ceux qui nous l'ont pointé d'ailleurs. On va parler de notre épisode de l'an passé qui était thématique Star Wars aussi. En fait, c'était notre épisode sur les jeux des vauriens de Star Wars. Donc, de mon côté, j'avais défendu le jeu Star Wars Outer Rim, qui est une espèce de jeu open world dans lequel on joue un mercenaire ou un pirate dans l'univers de Star Wars. Il y a plein de personnages qui peuvent être joués, dont Han Solo, Chewbacca, Lando, Boba Fett. Plusieurs personnages comme ça qui sont plus en dehors de la loi. Puis l'idée, c'est que chacun va essayer d'accumuler de la renommée pour devenir le plus fameux ou le plus infâme pilote de la galaxie. Fait qu'on va faire des quêtes, on va aller faire de la contrebande, on va affronter des troupes de l'Empire, des Hoth, puis peut-être même des rebelles, parce que dans ce jeu-là, tout le monde est gentil et tout le monde est méchant en fonction d'avec qui tu es bien ami.
Puis c'est ça, c'est un jeu où il y a. T'as vraiment l'opportunité de faire ce que tu veux au début de la partie. Tu sais, chaque personnage a comme un peu son petit. Sa petite quête au début qui t'oriente un peu. Mais après ça, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Puis l'objectif, c'est vraiment d'accumuler accumuler des points, accumuler de l'argent pour améliorer son vaisseau, engager de l'équipage, acheter de l'équipement. Puis c'est ça, accumuler de la, de la renommée. Ouais. Mais ça revient pas mal tout à genre partir du point A au point B puis amener quelque chose. Ouais, des fois c'est quelqu'un, des fois c'est un objet, des fois c'est réaliser une mission. Mais oui, il y a beaucoup de. On voyage beaucoup à travers la galaxie. Puis, ben moi, c'est un jeu que j'aime bien. Je l'avais essayé aussi en solo. Je l'aime beaucoup avec la nouvelle extension qui était. En français, c'était la bordure extérieure. Non, Non, ça non, j'ai c'est le rien dit. nom Ça, du c'est le jeu. nom en T'as fait la français. même erreur pendant l'épisode, je m'en rappelle. Ben oui. J'allais le dire en plus. Attends 2 minutes. Je vais aller le retrouver, là. C'est pas genre nouvelle opportunité ou les autres Ouais, contrats. en anglais, c'est Unfinished Business. Ça permet en fait de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie plus facilement. Ça rajoute des bonhommes, ça rajoute des quêtes, ça rajoute des cartes dans tous les paquets. Puis ça modifie aussi le joueur solo que je trouve intéressant. Ça y met un peu plus de variété. Personnalité. Ouais, personnalité, puis de variété aussi, parce que là, ça fait que chaque joueur solo a comme son petit rôle. Tu sais, ça devient un personnage un peu plus, puis il y a un comportement qui est différent. Tu peux jouer contre un personnage aussi qui est un peu plus chasseur de primes au lieu de genre contrebandier normal. Fait que moi, je trouvais ça bien, puis je le joue pas sans depuis. Moi, de mon bord, je vous avais parlé de Mandalorian Adventure, puis je vous en ai reparlé il y a 2 épisodes, je pense, 2 ou 3. En tout cas, bref, on a reçu l'extension, là, le clan des deux, qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Ça m'a permis de me replonger dans ce jeu-là. Donc, un petit jeu léger de dungeon crawl, mais avec un système très cool de gestion de main, où ce que plus on fait une action, plus on a de chances de déclencher une réaction des ennemis. Donc, on peut un peu gérer le timing avec lequel on fait les actions, puis la force avec laquelle on fait les actions pour déclencher les réactions des ennemis au bon moment. Il y a beaucoup, beaucoup de modularité dans le jeu. Là. Il y a des scénarios comme plus cinématiques, j'ai envie de dire, là, qui recréent un peu les épisodes de la série du Mandalorian. Puis il y en a un peu que tu peux mix and match là, avec tu réutilises les mêmes composantes, mais d'une façon un petit peu différente. Tu peux rajouter des nouvelles règles pour chacune des maps vient avec son set d'ennemis. Fait que tout fit bien ensemble. C'est bien pensé, bien ficelé. Puis je trouve que c'est une belle façon de réutiliser le même matériel puis de changer un peu les scénarios. Là. Ils ont même posté des scénarios en ligne différents qui sont gratuits, qu'on peut télécharger puis aller essayer. Là. Je l'ai pas fait encore. J'ai pas fini non plus tous les scénarios épisodiques là, de l'extension, là, parce que j'ai d'autres jeux solo qui m'ont Leviathan grabé. Wild. Ouais, genre. Mais ça reste que j'aime encore beaucoup Mandalorian Adventure en solo aussi. Là. Je le recommande chaudement. Là, si vous êtes fan de Star Wars, il vaut la peine. Si vous êtes fan de Dungeon Crawl aussi. Mais c'est sûr Ouais, il est plus. il prend une valeur ajoutée un petit peu là, avec sa thématique. Ouais, c'est sûr aussi que c'est un dungeon crawl qui ne se veut pas non plus trop lourd. Tu sais, parce que des fois, les dungeon crawl, ça peut devenir assez pesant en termes de mécanique, en termes de patentes rajoutées. Lui, il veut rester quand même assez simple, assez accessible, je trouve. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui veut un peu commencer dans le dungeon crawl, que ça l'intéresse, puis tout ça, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour le style. Ouais, puis c'est un beau jeu que tu peux sortir un soir de semaine quand t'es un petit peu fatigué, puis que t'as envie de jouer, mais t'as pas envie de te taper peut-être 1 heure de setup ou 2 heures et demie de gros cassage de tête. Là. Tu vas le sortir, tu vas le jouer en 1 heure, tu vas avoir fini. Là, puis avec le livre, tout ça, t'as pas à chercher comme plein de tuiles puis les arranger ensemble. Là, c'est comme tu ouvres la bonne page, tu mets les jetons, puis t'es prêt à jouer. Là. Cool, cool. Maintenant, Sam, tu m'as parlé avant qu'on enregistre d'un jeu qui m'a l'air un peu spécial, on va dire.
Ouais, c'est un jeu que j'avais joué quand je suis allé à la convention de So You're Wrong About Games, puis j'avais comme oublié d'en parler après. Puis tu sais, je vois il y a beaucoup de podcasts que je suis qui parlent de ça comme du jeu de l'année cette année, là. Puis je trouve qu'il s'excite un petit peu le poil des jambes, là, mais c'est vrai que c'est un jeu quand même assez le fun, là. C'est le jeu Hot Streak, designé par John Perry, puis publié par CMYK Games, puis ça a un thème, c'est un jeu de party, là, puis c'est un thème vraiment cynique et drôle, fait que moi, c'est mon genre d'humour, là. On est selon le livret de règles, là, des parieurs dégénérés qui, dans le fond, sont à un événement sportif puis qui peuvent pas s'empêcher de parier sur... tu sais, des fois, il y a ça au baseball, là, des espèces de courses de mascottes, là, entre deux manches, là, pour divertir la foule quand que les athlètes prennent un petit break, là. Fait que là, ils font des courses de mascottes, là, c'est tout le temps un peu n'importe quoi, puis c'est pas vraiment important de savoir qui gagne là-dedans, là, c'est juste un petit spectacle. Ben, nous, on est comme des parieurs qui vont aller gager là-dessus. Ils ont comme, eux autres, pour eux autres, ça devient sérieux, là. Des mascottes qui courent de façon un peu maladroite puis qui se plantent parce que leur costume est trop gros, là. Pour eux autres, c'est du sérieux, là. Ben, c'est exactement ça le jeu, en fait. C'est que tu vas avoir quatre mascottes. La production du jeu est incroyable, là. C'est comme quatre mini toutes peintes, là. On a comme un hot dog, un ours avec un t-shirt de sport, une espèce de reine de cœur, puis un gros poisson. Puis tu vois comme dans leur bouche, il y a les yeux de la personne qui est dans la mascotte, là. C'est vraiment charmant comme, tu sais, c'est des jouets, là. Puis dans le fond, comment ça marche, c'est que il va y avoir un paquet de cartes avec, tu sais, qui vont dire, mettons, tout le monde avance de un ou le hot dog tombe, ou il avance de 2 ou telle personne se relève, ou telle personne vire de bord, telle personne avance de un puis il se tasse de une rangée à droite. Fait que là, tout le monde voit un peu c'est quoi le deck possible, si on veut. On va prendre ces cartes-là, après, on va les mélanger, puis on va en brûler 3, puis tout le monde, dans le fond, va rajouter une carte de ses mains. Fait que tu sais, dans le deck au complet, il y a à peu près les mêmes proportions de cartes pour tout le monde, mais c'est pas toutes les cartes qui vont être en jeu en même temps. Fait que tu vois genre le deck possible, mais tu sais pas quelles cartes vont être enlevées de là, puis quelles cartes les autres joueurs vont avoir rajoutées. Puis tu fais des paris sur genre qui tu penses qui va finir premier. Puis dans le fond, à toutes les fois que tu fais un pari, t'as comme le choix de faire un pari simple ou un pari risqué qui va peut-être te rapporter un peu plus d'argent si ta mascotte a fini premier, mais qui va être moins payant s'il y a 2, 3 ou 4. Puis qui pourrait même te faire perdre de l'argent si tu te trompes. Puis à chaque ronde, parce qu'il va y avoir comme 3 rondes dans une partie, tu vas avoir ce qu'ils appelle un side bet, là, du genre est-ce qu'il y a une des mascottes qui va être éliminée de la course. Parce que si, dans le fond, quand tu finis le paquet au complet, tu mets comme replier le plateau pour enlever des sections. Fait que là, si t'as des mascottes qui tirent trop de la patte, à ce moment-là, ils vont être disqualifiés. Ou s'il y a une mascotte qui tourne trop à droite, puis qui se tasse trop de rangées, puis qu'elle sort du plateau, ben, elle va être disqualifiée. Ou si une mascotte est tombée, parce que toutes les fois qu'il y a une mascotte qui rentre dans une autre, ben, il y en a une des deux qui va tomber à terre. Puis là, s'il y en a un autre qui arrive puis qui pile dessus, ben, elle va être disqualifiée elle aussi. Fait que t'as comme des façons que les mascottes peuvent s'éliminer. Puis, tu sais, dès que la game commence pour vrai, tu sais, que tout le monde a fait ses paris, tout le monde a rajouté ses cartes, on dirait que comme l'ambiance lève, là, ça pogne, là, tu te mets à genre crier Let's go le hot dog, c'est toi le meilleur. Puis là, comme première carte qui vire, le hot dog vire de bord, puis après ça, s'il se met à avancer, il sort direct du plateau, puis là, comme tu savais pas que cette carte-là était même possible d'être dans le paquet, c'est juste que l'autre joueur à côté, il a vu que tout le monde a parié sur le hot dog, fait qu'il a mis cette carte-là, tu sais. Fait que à chaque ronde, dans le fond, les gens vont pouvoir rajouter des cartes dans le paquet, mais on va en brûler aussi, puis les enlever, puis on sait pas c'est quoi qu'on enlève. Fait que tu sais, t'as un petit peu d'informations sur qu'est-ce qu'il y a dans le deck, mais pas tant que ça. Puis tu sais, au final, ça compte pas tant que ça, là. C'est juste drôle de faire les paris, puis de regarder les résultats arriver, là, je te dirais. C'est pour ça que c'est le fun, c'est une belle production, mais pour moi, ça sera pas le jeu de l'année, là.
Ouais, t'as pas l'air d'avoir tant de pouvoir sur ce qui va se passer, là. Ça dépend de ce qui sort, ça dépend de ce qui est jeté. C'est un peu plus un jeu pour rire, là, pour avoir du fun un peu, mais pas tant, tu sais, Ben, il y a une petite stratégie. stratégie du fait que comme chaque pari peut être fait juste 3 fois, puis la première personne qui le fait va avoir un meilleur payout que les autres après. Là. Fait que tu sais, si tu veux que tout le monde parie sur une, ben t'es peut-être mieux de comme faire ce que tu peux pour bousiller ce mascotte-là puis aller parier sur l'autre, là, mais t'as très peu de contrôle là-dessus. Mais au final, tu sais, on s'en fout un peu de qui gagne, qui perd. Tu fais juste comme traquer comment t'as gagné. Puis là, après ça, tu regardes dans le livre de règles, dans le fond, il y a comme une espèce de tableau de c'est quoi la conclusion de ta vie selon les gains ou les pertes que t'as eues pendant la partie. Là. Fait que si, mettons, il te reste Rien de moins que ce qui arrive avec le restant de tes jours. ouais, c'est ça. Comme moi, un moment donné, une game, j'avais exactement 50. Fait que c'était comme, waouh, c'est un super beau chiffre, 50. Fait que pour sûr, t'as pu trouver une blonde ou un chum à ton goût. Puis, tu sais, comme tout le monde te trouvait super attirant parce que t'es cool. Wow. Puis je pense pas que le jeu, il précise que celui qui a le plus d'argent a gagné. C'est juste comme tout le monde a sa petite conclusion selon le montant que t'as réussi à gagner en pariant sur des mascottes comme un hot dog. Wow. C'est, ça a l'air drôle, mais comme tu dis, que ce soit le jeu de l'année, j'ai quand même un petit doute, là. Ça, j'ai pas essayé, je l'ai pas joué, mais tu sais, ça m'a l'air un peu léger, mettons. Pas beaucoup de. Ah non, Pas c'est pas beaucoup une d'impact grande sur ta vraie game. Non, non, c'est pas une grande expérience stratégique, mais c'est un bon jeu de partie. Donc c'était Hot Streak de John Perry puis CMYK. Parlant de bons jeux de party, moi je trouve que Sam est venu chez nous en fin de semaine, puis il m'a fait essayer Lightspeed Arena, qui est sorti cette année. C'est un Kickstarter que tu as reçu, je pense, il y a une semaine ou deux, Ouais. qui était designé par Leonardo Alès, James Ernest, Tom Joly, puis Emmanuel Santellani, puis qui était publié par Tablescope. Moi, j'ai trouvé ça bon. Moi, j'ai trouvé ça cool. Fait que dans Lightspeed Arena, c'est un peu. Chaque joueur va avoir comme sa faction de vaisseau spatial. Puis on a un plateau commun sur lequel on va jouer. Chaque personne a une base. Puis c'est un jeu qui se joue en temps réel. À chaque 10 secondes, à chaque round de 10 secondes, on doit placer un de nos vaisseaux spatial qui est pioché au hasard dans notre pile de vaisseaux. Chaque vaisseau, en fait, c'est une tuile sur laquelle il y a le vaisseau qui tire des vaisseaux, des rayons laser. Les rayons laser vont avoir différents niveaux d'intensité. Puis là, l'idée, c'est que quand tu le places, ben, tu essaies de viser les vaisseaux ou la base des autres en fonction de là où les lasers pointent. Puis tu essaies, si tu peux, de bloquer les lasers des autres avec les boucliers qui sont sur tes vaisseaux ou en te mettant physiquement dans le chemin des lasers. Mais en 10 secondes, t'as pas trop le temps de sortir ta règle puis de faire tes triangles de Pythagore puis de sortir tes compétences de trigonométrie. Là. Faut que tu fasses beaucoup d'estimation, mettons. Ouais. Puis tu sais, au début, c'est pas trop pire. Tu sais, le plateau est assez libre. Tu mets ton vaisseau un peu n'importe où. Mais là, plus la game avance, plus les rounds avancent, plus il y a d'autres vaisseaux. Fait que tu sais, des plans qui marchaient au début ne marchent plus trop. Faut que tu essaies de te dépêcher à placer les trucs. Mais tu sais, t'as un petit stress. En Puis plus avec les. que, tu sais, chaque vaisseau que tu rajoutes, il y a un chiffre dessus, puis ils vont s'activer dans l'ordre croissant des chiffres. Puis, tu sais, ils ont différentes valeurs de laser, ils ont différents niveaux de points de vie. Fait que, tu sais, c'est comme plein de paramètres qui sont super simples, mais que t'as pas le temps d'évaluer comme il faut en 10 secondes. Là. Non, non, t'as pas le temps, là, à moins d'être vraiment hyper vif d'esprit. Puis si c'était ça, si vous rencontrez quelqu'un qui est capable de faire ça, je suis vraiment impressionné, là. Puis je jouais pas avec lui à Lightspeed parce que ça va être rough. Lui ou elle. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, une fois qu'on a fini de placer tous nos vaisseaux, le jeu vient avec une application en fait qui gère le temps des rounds. Fait que tu n'as pas besoin de partir un timer. C'est l'application qui te dit OK, là, faut que tu mettes ton vaisseau vite. Puis à la fin, on prend le plateau en photo. Puis l'application reconnaît les différentes tuiles, puis va calculer tous les vaisseaux qui vont tirer dans l'ordre dans lequel les numéros sont placés.
Puis il va calculer, dans le fond, quel vaisseau va être détruit en fonction des points de vie, en fonction de ce qui a été touché. Puis calcule tes points. Ça prend à peu près, c'est ça, une coupe, peut-être 2 minutes, le temps de passer au travers de toutes les animations, parce qu'ils, dans le fond, ils te font faire un peu l'équivalent de tous les tours, qu'est-ce que ça donne. Fait que tu peux voir quel vaisseau a pogné quoi, combien de fois toi tu t'es pogné toi-même, combien de fois tu as pogné les astéroïdes aussi. Les astéroïdes, ça peut être des sources de points supplémentaires, là. Il y en a des normaux, puis il y en a des spéciaux selon ce que tu veux. Puis c'est ça, à la fin de l'application, te dit qui a gagné. Puis une fois de temps en temps, pendant le décompte des points, l'application te fait des calls sur ta performance. Il t'écœure un peu, tu sais, du genre, quand tu te tires toi-même, elle te le dit, puis elle te dit un peu que t'es poche. Quand tu fais un Ouais, gros coup, t'as un commentaire positif. elle te juge un petit peu, mettons, l'application. Ouais. Mais c'est drôle. Puis tu sais, c'est ça. C'est très chaotique, ça va vite, mais c'est cool. Là. Ça se joue bien, ça se joue vite, puis c'est comique. C'est impressionnant à quel point elle marche super bien, l'application. Tu sais, elle reconnaît toutes les tuiles d'un coup, elle sait lesquelles qui sont quoi. Il y a comme deux modes de jeu. Tu peux jouer comme un jeu plus de base, où est-ce que tu fais juste placer tes tuiles, mais si t'es mis sur l'autre côté, chaque faction a comme son petit pouvoir spécial. Là. Tu sais, comme il y en a qui tirent plus fort, il y en a que leurs shields sont meilleurs. Tu sais, il y en a quatre différentes. Moi, dans le Kickstarter, j'avais aussi deux mini-expansions là, qui rajoutaient deux factions de plus, puis des astéroïdes spéciaux de plus. Mais comme tout ça, c'est géré par l'application, puis c'est juste. Tu sais, t'as pas besoin de plus de matériel, c'est juste l'autre côté de la tuile. L'illustration est légèrement différente, fait que l'application reconnaît ça, puis elle applique les pouvoirs à mesure que ça arrive. Puis tu sais, au moment où que tu places tes tuiles, tu te dis ah oui, là, ça va super bien marcher, je vais tirer Vince, mais là, tu penses pas que c'est comme ton vaisseau 4 que tu viens de placer, puis là, il y a peut-être un autre joueur qui, avec son vaisseau 3 va péter Vince au tour 3. Fait que là, toi, quand t'arrives au tour 4 pour tirer, tu pensais que tu pognais Vince, mais là, il est plus là, fait que tu pognes ton propre vaisseau. Puis comme, tu sais, c'est juste ça le jeu. Puis comme, oui, ça pourrait être frustrant si c'était un long jeu de même une demi-heure, là, que tu places tes affaires comme il faut, puis t'as une stratégie, puis tout ça, mais vu que c'est comme entre 4 et 8 rondes de 10 secondes, placer tes affaires, ben, ça fait juste que c'est random, c'est aléatoire, c'est drôle, puis c'est ça, là. Mais tu Encore sais, une c'est fois. toujours drôle parce que justement, tu sais, des fois, tu te dis, ah, je pense que l'angle est bon, pis tout ça, puis du coup, whoop, le laser passe à côté de ta cible, ou au contraire, pogne ton propre vaisseau. Tu sais, c'est drôle. Là. Puis comme tu dis, c'est que ça joue extrêmement rapidement. Là. Tu sais, ça prend 15 minutes de l'explication des règles à la mise en place à la game, là, à peu près. Ah, puis encore, peut-être même plus vite que ça. Mais c'est ça, ça se prend pas au sérieux, puis c'est un bon filler, mettons. Puis je sais qu'ils ont promis aussi qu'ils allaient continuer d'améliorer l'application même après le lancement du jeu. Là. Il y a un mode solo qui va s'en venir où je pense que tu vas placer les ennemis d'une certaine façon avant de commencer à jouer. Puis faire des genres de challenges comme ça, des nouveaux modes de jeu un peu plus funky. Bref, ils ont l'air de vouloir supporter le projet. Là. Donc c'est une petite compagnie indépendante. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça, puis tu sais, qu'ils continuent à nous donner de quoi après, là, je trouve ça quand même très cool. Ouais, c'est cool. Et pour ceux qui aiment pas trop les applications, ils précisent sur la boîte que tu peux calculer les scores manuellement en utilisant le pack de downgrade. Je trouve Fait ça drôle que, qu'ils appellent ça de même. Puis c'est vrai oui, que ça ça, serait ça. ça m'a fait rire aussi. Surtout que, tu sais, des astéroïdes un peu funky, il y en a pour qui c'est. Tu sais, il y en a un, mettons, c'est que quand tu y tires dessus, il retire sur un vaisseau au hasard. Ça doit être un petit peu plus complexe à faire manuellement, ça. Ouais, il faudrait que tu aies comme une roulette à la Twister pour générer une direction. Puis là, après ça, ben, faut que tu aies comme un équerre, deux équerres pour faire un 90 degrés pour t'assurer que tu prends la bonne ligne par rapport à l'astéroïde. Là, après ça, le monde se chicane parce que ben là, t'es-tu parti du milieu de l'astéroïde ou t'es parti d'un côté de l'astéroïde? Là, ça vire en débat un peu inutile. Aussi bien Puis laisser ce qui est l'application gérer, je pense. c'est ça.
Donc, c'était Lightspeed Arena. Ah oui, juste, ouais, je dirais que c'est un 1A comme classement. On l'a pas fait pour le jeu précédent, là, Ah, c'était mais un A Light... aussi. On est dans les jeux de party. Ouais. Puis on est aussi dans l'espace parce que cette fin de semaine-là, on a joué à un autre jeu où on se tirait dessus dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux. Ouais. Puis cette fois-ci, dans l'univers de Star Wars, en fait, c'est un jeu particulier. OK? J'étais curieux de l'essayer. C'est pas un jeu qui est récent. C'est pas un jeu non plus qu'on a tendance à aller vers. Parce qu'en fait, c'était Risk Star Wars Edition, qui est sorti en 2015, designé par James Dalloisio, Austin Rucker puis Craig Van Ness, et publié par Hasbro. Tu sais, on parle pas bien de Risk, tu sais, c'est pas notre style de jeu trop, tu sais, c'est un peu... ça manque un peu de profondeur, mais ce jeu-là, j'en avais entendu parler pendant un certain temps, qui était un peu la remasterisation du jeu Queen's Gambit, qui était un jeu de Star Wars basé sur l'épisode 1. Puis après ça, ben, Risk, là, comme ben, Hasbro a comme pris le jeu, puis l'a changé, puis il l'a rebrandé en Risk. Puis tu sais, j'aime bien les jeux de Star Wars, là, mais j'étais comme Risk Star Wars, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment différent. Puis étonnamment, oui. Tu sais, je l'ai acheté à un moment donné usagé, en fait, à LP de Professeur Board Game. Puis j'étais curieux de l'essayer, puis je ne l'avais pas encore fait. Puis cette fin de semaine-là, ben, j'ai dit à Sam, go, on y va. Fait que Risk Star Wars, c'est pas tout à fait Risk. Il y a des trucs qui fit à Risk, mais sinon, c'est quand même un peu différent. Dans le sens où les rebelles ont pour mission de péter l'étoile de la mort, puis l'Empire a pour mission de détruire la base rebelle. À chacun de nos tours, on a comme une main de cartes dans laquelle il y a comme une série d'actions, puis on se fait un stack de cartes qu'on choisit, dans lequel on va avoir mis 3 cartes. Puis chacun de notre tour, on en révèle une dans l'ordre dans lequel on les a mis, puis on fait une des actions qui est sur la carte. Fait que, on a un petit peu de planification, un petit peu de programmation, mais avec quand même de la flexibilité. Mais ça reste risque parce qu'à chaque action que tu fais, tu vas rouler une pelletée de dés puis espérer pogner des 5 puis des 6. Ouais. Ou Puis dans le peut-être fond, des 3 ou des 4 selon la situation. Là. Il y a comme des petites règles de dépendamment sur quoi tu tires puis qu'est-ce que tu essaies de faire. Tu vas avoir des cibles différentes, mais ça reste comme rouler des dés puis espérer le mieux. Là. ouais, c'est beaucoup ça. Tu sais, t'as un peu plus de stratégie que le risque normal par la mécanique des cartes, à mon avis. T'as aussi Euh, ouais, hum, t'as des décisions à prendre. ben dans le Tu risque sais, normal aussi, tu décides où est-ce que tu attaques puis avec quelle armée puis quelle carte tu utilises. Là. ouais, quelle carte tu utilises, c'est pas les cartes, c'est pas mal juste bon, mais j'ai des armées bonus, puis je vais Ouais, ouais. là. Non, c'est C'est ok. là, ça gère le mécanisme d'action. Ouais, fait que ça te restreint, fait que t'as moins de stratégie. Oui, mais Parce que ça te force la main. t'as 2 tracks aussi dans ce jeu-là. T'as la track du générateur de bouclier que le rebelle doit réussir à traverser au complet. Fait que, il faut que tu manages ça. Tu sais, des fois, tu as un peu de prise de risque à prendre. Oh, est-ce que j'attaque ou est-ce que je fais progresser ma piste du générateur? Puis tu as aussi un autre track qui est le combat entre Luke et Darth Vader. Fait que là, les autres, ils doivent se battre, se taper dessus. Puis si tu gagnes, ben, dans le fond, tu vas gagner des cartes bonus que tu vas pouvoir jouer immédiatement. Parce que tu sais, c'est là où ça devient intéressant. C'est quand tu réussis à. Ben, quand tu résous le combat Luke Darth Vader, ben, tu peux mettre des cartes en dessous des cartes que tu as déjà jouées. Fait que tu as comme des actions supplémentaires par rapport à l'autre joueur. Puis dans l'espace, quand tu réussis à clairer une zone, ben, tu gagnes des cartes bonus comme ça aussi. Mais tu sais. Mais c'est ça, moi, en tout cas, je pense pas qu'il est plus stratégique que Risk. Tu sais, dans Risk, t'avais comme. Fallait que tu gères tes continents, tes frontières, tout ça. Là, le jeu le fait un petit peu pour toi. Ouais, mais tu sais, là, t'as des unités un peu différentes. T'as plus qu'un type d'action. C'est plus juste, C'est. ben, C'est je bouge ces armées-là, là. c'est un petit peu plus granulaire, mais. En tout cas, moi, je trouve pas qu'il est plus stratégique.
OK. Mais son gros avantage par rapport à Risk, c'est qu'il est pas mal moins long. Ça, c'est impressionnant. Ça nous a pris une demi-heure chaque game, gros max. Ouais, un boarding game dit 30 à 45 minutes de playing time, puis je pense que pour une fois, il ment pas. Ouais, c'est pas mal ça. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste, comme on dit, c'est très dépendant des dés, là. Mais j'étais content de l'essayer. C'était un jeu que je m'étais dit, ah, tu sais, c'est ça. Parce que tu sais, des risques, il y en a un puis un autre. Puis lui, ben, il était vraiment un peu différent. Fait que j'étais curieux de l'essayer, puis j'étais un peu fan de Star Wars, là, vous le savez. Fait que, tu sais, j'avais comme le goût, là, mais j'avais pas des grosses attentes. Tu sais, ça a été comme correct. Ben, tu sais, ça a été correct comme expérience, mais en tant que jeu, c'est pas. On s'entend, là. Je pense pas que ça mérite tant que ça d'être acheté, là. J'étais content de l'avoir usagé. Puis je vais probablement le garder juste parce que C'est un jeu de je le Star Wars. collectionne. Ouais. C'est plus par collection que par jeu, là. Je pense pas que je vais le ressortir vraiment. À part peut-être avec un de mes frères plus tard, genre à un moment donné, quand leurs enfants vont être rendus au cégep et qu'ils vont dire Hey, tu te rappelles qu'on était jeunes puis qu'on jouait à Risk? Puis là, je vais le sortir Risk Star Wars, puis on va faire une game, puis ça va être la dernière fois qu'il va être utilisé, je pense. Puis ça, c'était une prédiction, fait que tu sais, on sait même pas, ça se peut que ça ait pas lieu du tout. Fait comme je disais, moi je l'aime beaucoup plus que Risk, là. Puis tu sais, il y a bien des défauts ce jeu-là, mais moi ça a été un des premiers jeux de société que j'ai joué beaucoup là, quand j'étais enfant slash ado, justement. Là, c'était. J'en ai passé des heures à jouer à Risk, puis tu sais, c'est un peu comme ça que je suis devenu un board gamer. Fait que tu sais, il y a peut-être une petite valeur nostalgique, là, mais comme j'aurais pas le goût de me rasseoir pour 3 heures là, pour une game au complet, puis une expérience distillée, puis un peu plus thématique comme ça, ben, est-ce que c'est mon filler préféré? Peut-être pas, mais tu sais, mettons que tu serais. Moi j'arrivais en me disant, genre, je vais le jouer pour te faire plaisir parce que ça fait un petit bout que tu l'as, puis que tu veux l'essayer, puis. Mais je m'attendais à ce que ça soit comme aussi long qu'une game de risque, puis que je trippe pas tant que ça, là. Fait que pour le. J'avais pas d'attente, j'avais des appréhensions, puis comme. Finalement, j'ai trouvé ça quand même le fun. Pour ce que c'est. Ouais. Je t'avoue que si ça avait fini comme une game de Risk, je pense on n'aurait pas fini la game. Ça aurait pas valu la peine. Rendu là, je joue à Rébellion, là. C'est ça, tu sais, là où on a le thème, la stratégie, on a aussi les dés, là. Mais tu sais, c'est plus prenant, plus le fun. Celui-là, je vais te donner qui est plus stratégique que risque. Ouais. Sinon, je me poserais des questions sur qu'est-ce que c'est pour toi la stratégie. Fait que sur notre échelle, peut-être un 2A. Ouais. 2A, peut-être 2B. Ouais, ouais, genre, pas bien plus, là. Absolument pas plus, en fait. Fait que Risk Star Wars. Allez pas réhypothéquer votre maison pour acheter une copie usagée hors de prix, mais si vous le trouvez dans un marché aux puces, pas cher, ça vaut la peine. Ouais. Peut-être. Maintenant, on en arrive à notre plat principal, notre duel. Donc, de mon côté, je vais défendre Star Wars Battle of Hoth. Donc, c'est un jeu de 2012 designé par Bastian Broderod et Cephas Howard et publié par Lego. Hein? Euh, ben oui, c'est ça, ça a l'air que Lego a fait d'autres jeux avant Monkey Palace. Puis là, c'est thématique Star Wars. Fait que tu as vraiment un plateau de jeu qui est en fait une espèce de recréation de la plaine glacée de Hoth. Tu as des unités, des quadripodes, des soldats, des speeders, des tauntauns. Puis là, Hein? à chaque tour, tu fais comme deux actions, tu bouges les bonhommes, puis tu peux attaquer. Chaque unité a comme sa façon d'attaquer Mais différente. c'est parce que moi, je me suis pas préparé pour ce jeu-là, là. Voilà, on a dit que je prenais Battle of Hoth. Mais oui, mais celui-là qui a été publié par Days of Wonder, puis distribué par Asmodee, qui nous a envoyé une copie presse. Là, ça vient de sortir le mois passé, là.
Celui-là, ok, c'était ce Battle of Hot-là. Ok, Ben oui, hein, bon, c'est là qu'on a joué la même journée qu'on a joué à toutes les autres, là. ah, ben oui, ok, excuse, parce que j'étais full motivé pour le jeu de Lego, mais bon, on va y aller avec l'autre d'abord. On en reparlera une autre fois, hein. Ouais. Donc, je vais recommencer si ça te dérange pas trop. Ben, en fait, tu avais tout dit, sauf les auteurs, dans le fond. Designé par Richard Borg et Adrien Martineau. Fait que c'est une reprise, une refonte, en fait, de Mémoire 44, dont Sam a déjà fait la présentation dans un précédent épisode. Donc, on utilise un peu le même système. Donc, on a deux armées qui vont s'affronter. On a une armée qui représente les rebelles, une armée qui représente l'Empire. Chaque faction a différentes unités qui sont platées sur le jeu. Dans le fond, au début de la partie, on choisit un scénario qui va nous dire où placer, quelles unités où, comment placer les éléments de terrain. Parce que le jeu veut quand même stratégique pour que le terrain va affecter l'efficacité des unités. Il y en a qui vont cacher la vue, il y en a qui vont procurer des bonus de défense plus ou moins forts en fonction du type d'unité que tu as puis du terrain en question. Chaque scénario va aussi avoir comme ses conditions de victoire. Souvent, ça va être d'accumuler des médailles. Les médailles, tu vas les accumuler en éliminant les unités adverses. Ou dans certains cas, il y a certaines conditions qui te permettent de gagner des étoiles supplémentaires. Chaque scénario a comme sa petite twist. Les scénarios de base, c'est juste pète les autres unités, puis les autres rajoutent un peu plus de complexité. Ouais, mais Les autres souvent ça scénarios. va être comme aller chercher un lieu en particulier sur la map, ou peut-être qu'il y a une unité qui est un petit peu plus forte de l'autre bord, mais là si t'as pète, elle compte comme 2 médailles ou des trucs comme ça, là. Fait que ça te rajoute pas vraiment de règles de plus, mais ça varie un peu les objectifs à atteindre. Puis des fois, ils peuvent pas être les mêmes pour un côté ou l'autre, là. C'est ça. Puis, tu sais, dans certains cas, on a même une condition de victoire mort subite, où, admettons, il y a un des deux côtés qui doit effectuer un truc particulier. Souvent, ça va être détruire des objectifs pour pouvoir gagner, alors que l'autre peut accumuler des médailles. Fait que, tu sais, chaque scénario a sa petite twist, comme je disais. Puis, le mécanisme d'action, ça fonctionne avec des cartes. Donc, on va avoir une main de carte. À chaque tour, on va jouer une de ces cartes-là qui va nous permettre d'activer des unités. Souvent, ça va être, on va activer comme une partie du champ de bataille. Le champ de bataille est divisé comme en trois grosses sections. Puis là, ça va nous dire active dans deux à gauche ou trois à droite ou une partout. Puis on a d'autres cartes qui ont comme des petits effets descriptifs qui disent OK, t'en actives une, mais elle a plus de dés puis elle bouge plus. Des fois, ça va être OK, c'est juste des véhicules que tu peux activer. Fait il y a plusieurs cartes comme ça. Battle of Hot rajoute aussi un choix de leader. Tu sais, je ne verrais pas pourquoi on ne jouerait pas avec les leaders, mais tu as le choix de les mettre ou de ne pas les mettre. Ce que ça fait, c'est que ça va rajouter trois cartes avec une certaine thématique dans ton deck. Fait que, tu sais, l'Empire, admettons, ils vont avoir le Général Virce, qui a des cartes qui sont bonnes pour activer des véhicules. Tu peux mettre Darth Vader, qui, lui, va activer plein d'affaires aussi. Puis les rebelles, ils ont Leia, Luke, puis Han Solo. Fait que, tu sais, ça rajoute un peu de diversité à ton deck de cartes, là. Pas énormément, parce que ça reste juste trois cartes. Mais c'est des cartes qui sont quand même. Cassé. Ouais, ils sont vraiment plus fortes que les autres. Fait que c'est le fun de jouer avec parce que tu sais, ça fait qu'à un moment donné, tu peux faire vraiment un gros tour parce que tu joues une carte de ton leader. Puis c'est ça, le jeu vient aussi avec un mode campagne, comme deux campagnes. Ce que ça va faire, c'est que ça va dire OK, mets en place ce scénario-là. En fonction de qui gagne, qui perd, il y a des petites instructions à suivre. Tu sais, ça se peut qu'il y en ait un qui gagne des cartes de bonus. Ça va choisir aussi, ça va déterminer ça va être quoi le prochain scénario. Il y a comme un petit scénario, ben, je veux dire, un petit fil scénaristique qui suit, là, tu sais, comme tu as un petit texte qui dit OK, il s'est passé ça, il va falloir que tu fasses ça. Puis il y a plusieurs fins possibles à la campagne en fonction du chemin que tu as fait à travers l'émission. Euh, fait que tu sais, ça, c'est pour une espèce de petit aspect campagne. Puis ça se. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, le jeu joue vraiment très rapidement. Tu sais, chaque game, ça va durer 20-30 minutes, j'ai envie de dire. Tu sais, c'est vraiment expéditif. Je trouve ça bien. Puis c'est ça, ça fait qu'on peut faire la campagne très rapidement, là. Tu sais, si tu es bien motivé, là, je pense que tu peux te claquer la campagne
en une soirée. Là. Ça fait une bonne soirée, là, mais C'est quoi, c'est tu pourrais. 3, 4 scénarios? Non, c'est comme 5-6, je pense. Ok, c'est un peu plus que je pensais. Ouais, ça va être une C'est ça. grosse soirée, mettons. Peut-être en budgéter 2. Ouais. Mais tu sais, ça va vite. Là, tu sais, puis jouer une game, ça se place quand. Ben, des fois, là, j'ai envie de dire, c'est quasiment plus long le setuper parce qu'il y a plein de petites affaires à placer. J'exagère un peu, là, mais tu sais, ça prend un peu de temps le setter avec toutes les composants. Ouais, tu sais, faut que tu mettes Mais les une fois. terrains, les unités aux bonnes places, mais tu sais, resetter un deuxième scénario après, ça va plus vite parce que tout est déjà sur la table, tu sais, les unités sont déjà placées, puis fait que tu sais, ça se fait bien, là. Ouais. Puis si jamais vous avez un ami qui a une copie lui aussi, puis que dans le fond, vous avez deux copies ensemble, il y a moyen de faire le scénario épique où est-ce que tu utilises les composantes des deux jeux, puis là tu fais la bataille de hot avec plein de bonhommes, puis tout, puis une grosse carte. Y a-tu. Parce que je sais que dans Mémoire 44, il y avait une expansion qui s'appelait Overlord. Et là, tu jouais comme à 3 contre 3. Puis t'avais un qui était comme le gros général. Ben, tu sais, le plus haut gradé, mettons. Puis c'est lui qui gérait la main de carte, puis qui donnait les cartes aux autres. Fait que quand t'étais comme cela en dessous, t'avais ta section de map à toi. Mais dans le fond, c'est le général en haut qui décidait quelle carte tu jouais, puis après ça, c'est toi qui décidais comment t'activais tes unités, puis je pense que vous aviez comme plus ou moins le droit de se consulter, là. Fait que ça faisait comme OK? un espèce de thématique chaîne de commande, Chaîne de commandement. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ben, dans Battle of Hot, il propose mode 2 joueurs puis mode 4 joueurs. Mais j'ai pas essayé trop le jeu en mode 4 joueurs. Il y a pas cette règle-là dans les règles. Euh, J'imagine que tu pourrais faire ça en mode règle maison. Ou ça va peut-être Mais tu venir sais, avec une extension aussi, là. peut-être. Parce que, en tout cas, j'ai bien l'impression qu'ils vont en faire une extension ou deux, là. Dans la boîte, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Fait que ça serait pas impossible. Puis tu sais, Mémoire Mais pour 44, il y l'instant, en a eu pas mal aussi, là. Fait que... c'est ça. Puis tu sais, tu regardes le jeu, tu sais, là, présentement, chaque faction a comme 3 unités. Tu te dis, ah, ça pourrait probablement en avoir plus. Puis tu sais, ce serait facile de dire, OK, on amène les Tauntaun, on amène les bipèdes, là, les ATST. Fait que tu sais, ils ont du stock qu'ils peuvent ramener facilement, là. Fait que Ouais, puis tu sais, il y a plein d'autres planètes dans la galaxie de Star Wars où il y a eu des batailles, là. Fait que on n'est pas obligé de se limiter à Hoth non plus. Si on parle d'extension, là. Puis les autres époques de Star Wars, il peut y avoir d'autres types d'unités comme ça aussi. C'est pas ça qui manque, mettons. Le lore, puis les opportunités de d'ajouter settings du stock, différents. là. Ouais, ouais. Bon, moi, en étant un peu puriste, je me dis, ouais, vous pouvez mettre la bataille de Endor, mais après ça, là, vous allez commencer à mixer les airs, là, puis là, moi, je vais être un peu fâché, là. Mais sinon, t'as la bataille de Scarif, t'as Ouais. la Ben, tu vois, bataille ça sur s'en fait deux. Yavin. Mais Yavin est dans l'espace, plus Ouais, que ça. mais tu pourrais faire des combats dans l'espace avec des vaisseaux. Des X-Wing, des Ouais, Y-Wing, des Cruisers, des TIE Fighters, là. Mais le même système, tu sais. ouais, ouais, ouais. Tu pourrais. Ça, je pourrais accepter. Bref. Moi qui juge, là, comme si j'étais l'autorité. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai envie de dire que ça serait un 2 C, 2B, 2B. Moi, je serais plus tendance à dire 3B. Je trouve qu'il y a plus Ah de ouais, 3? règles que de stratégie, là. Parce Moi, je trouve que, que. tu sais, Mais les il n'y a pas différents tant de types, règles. ben non, mais il y a comme 7 types de terrains différents, puis là, lequel qui bloque la line of sight, lequel qui donne des bonus de défense, lequel qui te donne des malus quand t'attaques de là. Ah, mais quel type d'unité qui est dedans? Il y a 3 types d'unités chacun. Ah, celui-là, quand tu le détruis, il donne pas de médaille. Ah, celui-là, il peut pas bouger. Celui-là, il se fait toucher avec tel symbole sur le dé. C'est pas compliqué, mais c'est fiddly.
Puis comme, j'aurais aimé ça aussi que sur l'aide de jeu, t'aies toute cette information-là. Là, il nous donne juste comme quelle unité fait quoi, tu sais. Parce que chaque unité a comme ses valeurs de déplacement, ses valeurs de portée, comment qu'elle attaque, pis tout ça. Ça, c'est super clair, c'est parfait. Mais j'aurais pris un autre aide de jeu avec comme c'est quoi les différents bonus de terrain, puis un résumé de ça. Ben, Là. Puis tu l'as même pas en arrière du livret de règles, faut que tu le cherches dedans. ouais, ben t'as un petit aide de jeu pour les terrains. L'avais-tu sorti? Peut-être que je l'avais pas sorti, mais t'as un autre carton sur lequel il y a les descriptions des terrains. C'est juste que il va pas des fois dans les détails, puis nous autres, ça nous est arrivé de devoir checker un terrain, puis là, de finalement checker le petit aide de jeu, puis après ça, aller checker le livre des règles parce que c'était plus précis puis plus clair. Mais, tu sais, il y en avait juste un de ça, fait qu'il était comme partagé. Chacun, on avait comme le petit carton qui était recto verso avec les unités de un puis de l'autre. Ça allait bien. Mais ouais. Mais t'as pas besoin de savoir tous les effets de tous les types de terrains. Tu as besoin juste de checker, Ben, ça OK, dépend dans de ce... quel scénario tu fais, parce qu'il y en a qui sont c'est- toutes là. Ouais, mais c'est ça. Faut que tu checkes. Souvent, c'est que tu fais juste regarder, mais la plupart, ils sont pas tous là. Non, non, mais tu sais, il y en a comme juste assez pour que tu saches pas tout par cœur sur le bout de tes doigts, puis qu'il faut tout le temps que tu te réfères à quelque chose pour être sûr. Ouais. Au début, ouais. C'est sûr qu'on a. Tu sais, il y en a deux, trois que tu les comprends vite parce que c'est pas compliqué, là. Comme les Serax, je sais que ça bloque tout. Tu sais que la crevasse, elle bloque rien, mais tu peux pas piler dessus. Tu sais, il y en a qui sont plus simples, là, mais il y en a qui deviennent un peu plus tannants, là, comme la différence entre les rochers et les débris. Ils ont une différence. Ils sont presque pareils, mais pas tout à fait. Ouais, les règles de line of sight, tu sais, s'il y a une unité d'un bar, c'est correct, mais s'il y en a des deux bars, non. Si t'es surélevé, puis l'autre aussi, ben là, tu ignores qu'est-ce qui Tu est en ignores dessous. celle. Thématiquement, ça fait plein de sens, là, mais comme, c'est juste assez fiddly pour que, comme, ça rajoute une petite coche, là, sur l'échelle OK. de 1 à 5. OK. Je peux accepter 3B. Mais c'est ça, ça reste mémoire 44, là. Oui, tu fais pas n'importe quoi, puis il faut que tu penses à tes affaires, mais je pense que t'es plus souvent dépendant du hasard des cartes que t'as pigées, puis des dés que t'as lancés, plus que de ta stratégie. Ouais, ben dans le fond, il faut un peu que tu essaies de favoriser tes odds le plus possible sans trop prendre de risques. Parce que tu sais, les Dis-moi unités, ils jamais les meurent. odds. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est ça, tu es quand même assez sujet au hasard à cause des dés puis à cause des cartes parce que ta main, c'est ce que tu as. Puis des fois, tu as besoin. Toutes tes unités d'un côté sont mortes. Puis là, ben, tu as des cartes qui servent à activer ce côté-là. Puis tu es comme pris avec ça. Puis tu peux pas faire grand-chose. Mais, tu sais, Donc, rendu là, il reste peut-être 5-10 minutes à la game, fait que c'est pas la fin du monde. c'est ça. Ça fait que l'agonie est pas très lente. Elle est pas très longue. Fait que c'était Star Wars Battle of Hoth. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un autre jeu que Asmodee nous a envoyé récemment, puis qui est sorti cette année, puis qui est le spin-off, une refonte d'un vieux classique lui aussi. C'est The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship, ou Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Un Pandemic System Game, dans le fond, un jeu dans le système du classique Pandémie. Ça a été designé par Matt Leacock, qui était celui qui avait fait Pandémie aussi, publié par Zeman Games et distribué par Asmodee, qui nous l'a envoyé celui-là aussi. On les remercie. Dans le fond, on a un duel sponsorisé par Asmodee aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Merci, merci à vous autres. Euh, mais celui-là, ils ont pas juste comme reskin, là. On va peut-être en reparler un peu plus dans comparaison, mais je trouvais que, tu sais, Battle of Hoth, c'était comme Mémoire 44, mais on a pasté Star Wars dessus. Celui-là, on s'est un peu plus creusé la tête pour adapter le système puis que ça fit thématiquement. Mais ça demeure quand même un jeu de pandémie, là, où c'est un jeu coop. Dans ce cas-ci, là, au lieu d'avoir des cubes de maladies qui vont popper puis se répandre sur la planète, ben on a une carte de la Terre du Milieu. Puis on va s'inspirer beaucoup du jeu Pandémie Fall of Rome,
Où, dans celui-là, on avait comme des armées de barbares qui empruntaient des chemins pour venir attaquer la ville de Rome. Ben, on a un peu le même principe dans celui-là, où on va avoir des armées d'orques et de Suderons et de... C'est quoi les Easterlings en français? Et Aradrim. Ouais. Les légions Aradrim. En tout cas, les gens pas fins. Les humains. Ouais, les humains pas faits. Puis les Uruk-hai de Saruman, puis les orques du Mordor. Fait que bref, on va avoir des méchants qui vont arriver à l'est puis au sud de la map, puis qui vont se diriger vers les villes des humains, des nains puis des elfes et des hobbits, puis qui vont essayer d'aller les conquérir. Puis ils ont aussi emprunté d'un autre spin-off de Pandémie, parce qu'il commence à en avoir beaucoup de ça, mais un qu'on a déjà parlé en duel, qui était Clone Wars, donc inspiré de la série de Star Wars, un autre jeu de Star Wars. On a l'impression qu'on se répète un peu des fois, hein. À peine, à peine. Mais bref, dans celui-là, c'est qu'on avait... tu sais, pour gagner, il faut pas juste comme éradiquer les méchants. On avait comme des missions spécifiques qui étaient inspirées des épisodes de la série. Mais dans celui-là, on a comme des missions qui sont inspirées des grands événements qui sont arrivés dans les livres ou dans les films. Dans le fond, on va toujours avoir la mission de détruire l'anneau. Donc, Frodon et Sam, c'est comme un personnage. Va toujours être en jeu, puis il va falloir qu'ils partent de la comté, puis qu'ils se rendent jusqu'à la montagne du destin pour détruire l'anneau. Puis après ça, selon le niveau de difficulté qu'on joue, on va se rajouter 3, 4 ou 5 missions de plus. Tu sais, qui vont nous rappeler des événements cool qui sont arrivés dans la saga du Seigneur des Anneaux, là, que ce soit on refait le Conseil d'Elrond ou Aragorn qui va chercher l'armée de fantômes puis qui les amène ses plaines à Pélargir puis qui bat les armées du Mordor comme ça ou Il y a des trucs aussi qui sont un peu histoire alternative où, admettons, on libère la Moria des gobelins qui sont là, puis c'est les nains qui reprennent le contrôle. Il y a qu'est-ce qui serait une arrivé grosse si variété. Galadriel s'était mêlé de un peu plus de la guerre de l'anneau. Bref, il y a tout plein de trucs comme ça. Ça va nous rajouter un peu de variété aussi d'une game à l'autre parce qu'on va avoir comme ces différentes missions-là à accomplir avant d'aller détruire l'anneau. Puis il y a beaucoup de variété aussi qui va venir des personnages qu'on peut jouer. Parce que, contrairement aux autres pandémies, chaque joueur va incarner deux personnages dans celui-là. Plutôt qu'un. Puis chaque personnage vient avec comme son petit pouvoir spécial, thématique. C'est comme Legolas, il est bon avec son arc, fait qu'il peut dépenser des ressources pour tuer des orques ou tasser des Nazgûl de là. Puis tu sais, chaque personnage a comme sa petite saveur de plus. Puis c'est cool, je C'est Merry trouve. et Pipin, eux autres, en tant que comic relief, ils ramènent de l'espoir. Tu sais, je trouvais que c'était. Ils ont une twist qui est liée aussi à leur rôle dans les livres puis dans l'histoire en général. Tu sais, c'est pas juste mécanique, tu sais, c'est thématique. Tu sais, Galadriel, la voit dans l'avenir, fait que tu peux regarder les prochaines cartes que tu vas piger puis les réarranger dans l'ordre que tu veux pour comme t'aider à prévoir tes affaires. Puis ça, c'est super bon parce que dans le fond, pour réussir ces missions-là, souvent, tu vas avoir besoin qu'un personnage soit à un endroit en particulier, puis qu'il y ait une combinaison de cartes ou de jetons avec des symboles bien précis. Fait que t'as un peu le défaut, un peu comme t'avais dans le pandémie, tu sais que tu cherchais des cartes des bonnes régions, mais dans celui-là, tu cherches les cartes avec les bons icônes jusqu'à temps que tes aides, tu sais, tu peux passer peut-être 2, 3 tours à un peu tourner en rond, puis comme juste éteindre des feux, le temps que tu sois capable d'aller piger les bonnes cartes, parce que t'as pas beaucoup de façons d'en piger plus. Par contre, t'as des façons d'en échanger entre les joueurs. Tu sais, s'il y a deux joueurs qui sont au même endroit, mais ils vont pouvoir s'échanger des cartes qui correspondent à cette région-là, dans le fond. Euh, t'as d'autres façons de mitiger ça un petit peu, mais euh, surtout mes premières parties, je trouvais qu'il en manquait peut-être un peu, mais je pense que un coup que t'as compris que c'est ça la gimmick, ben il faut comme que t'adaptes ta stratégie en fonction de ça, puis que tu t'arranges avec ce que t'as, dans le fond, là. C'est un peu ça le jeu. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait que c'est un pandémie, tu sais.
T'es un peu t'es un peu brassé aux aléas des cartes, tu sais, que ce soit des événements, que ce soit des cartes que tu pioches. T'es toujours un peu à leur merci. Mhm. Mais je trouve ça cool, Mais le fait d'avoir deux personnages, tu sais, ça te met un petit peu plus de flexibilité. Puis je trouve que c'est le fun, la façon qu'ils divisent ça, c'est que dans le fond, à ton tour, tu fais 4 actions avec un de tes personnages, puis une action avec l'autre. Fait que t'es comme. Tu sais, c'est une décision importante, lequel qui va en faire 4, lequel qui va en faire une, des fois, quand ils sont pas ensemble. Je pense que ça fait aussi que le joueur, la joueuse qui a Frodon aura peut-être pas tout le temps la même game. Parce que Frodon, tu sais, sa game, ça va tout le temps être un peu la même affaire que faut que tu te déplaces, faut que tu pars d'un bout à l'autre de la map, puis que tu ailles chercher des anneaux. Là. Fait que tu sais, je pense que de pas avoir d'autres personnages, ça deviendrait un petit peu répétitif. Fait que le fait d'en avoir un deuxième, ça corrige ça un peu, si on veut. ouais, parce que sinon, tu sais, il est un peu un boulet, là. Tu sais, je veux dire, Mais ses pouvoirs sont pas super intéressants. En fait, ce qui le démarque un peu des autres, c'est que c'est lui le plus il peut être. important. Puis toutes les Ouais, autres, c'est que. notre job, c'est de l'aider. Ce qui est Ouais, super thématique parce que c'était ça, le Seigneur des Anneaux, dans le fond. ouais. Je dis que c'est un boulet parce que, tu sais, lui, son pouvoir spécial, c'est de se faire attaquer par les Nazgûl. C'est que de temps en temps, t'as, t'as l'œil de Sauron, dans le fond, qui essaie de traquer la présence du porteur de l'anneau. Puis là, ben, dans le fond, tu dois rouler des jets. Puis à chaque fois que tu te déplaces, t'es pogné pour rouler un jet si tu joues pas une carte de furtivité. Ben, Fait que, tu sais, fait que, tu sais, son pouvoir, c'est de se mettre dans la marde un peu. non, en fait, c'est de sortir de cette merde-là. Ça te permet d'ignorer ces jeux-là, puis tu sais, il y a des moyens de stratégiser pour pas avoir à les faire, ces jeux-là, parce que tu le fais, dans le fond, ta destination où t'arrives, tu regardes combien il y a d'armées ennemies qui sont là, puis combien il y a de Nazgûl qui sont dans cette région-là. Puis t'as des façons de les bouger, les armées puis les Nazgûl, quand tu comprends bien le jeu. Fait que tu sais, oui, à toutes les fois que tu bouges, t'es comme une liabilité, mais t'as des façons de l'éviter, cette liabilité-là. Puis c'est ça la grosse stratégie du jeu, je pense. Je pense qu'il faut que tu le fasses parce que, tu sais, les... quand tu perds les jets de quand un jet un jet de track qui va pas bien, ça peut te planter ta game parce que tu perds beaucoup de points. Tu sais, tu descends sur la piste de l'espoir, puis c'est ce qui te fait perdre. Fait que, tu sais, tu veux vraiment éviter d'avoir à faire des jets de track si tu veux pas perdre. Ouais, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent te faire perdre l'espoir aussi. Tu sais, quand tu perds des villes, tu perds l'espoir. Quand tu les libères, tu vas en regagner un petit peu, mais pas autant. Fait que tu sais, tu peux pas juste négliger les armées non plus. Euh, Il y a certains événements de. Tu sais, si mettons, t'avais à rajouter plus d'armées puis t'en as plus, tu perds l'espoir aussi. Tu sais, il y a des façons. Il y a plus de façons d'en perdre que d'en gagner, mettons. Ouais, clairement. Fait qu'il faut que tu gères ça. Puis je trouve ça cool aussi, comme je disais, que thématiquement, toutes les autres, leur job, c'est d'aider Frodon à accomplir sa mission. Ouais, ouais. Ça fit avec la thématique. Parce que, tu sais, c'est ça la thématique du livre. C'est que dans le fond, Frodon, je pense que c'est lui le personnage principal, mais le vrai héros, c'est Sam. Comme notre podcast, dans le fond. Oh my god. Je savais en plus. Quand tu as commencé à dire que c'était pas Frodon le personnage principal, j'étais comme ah non, là, il va plugger Sam. Mais oui, là-dessus, ça fit avec les livres puis tout. Le truc que je trouve un peu tannant, parce que tu sais, on a dit ça ressemble à la pandémie, mais il y a quand même pas mal de différences. Moi, j'ai pas joué à Fall of Rome. Moi, le dernier pandémie que j'avais joué, en fait, j'ai joué à l'original puis j'ai joué à Clone Wars. Ce qui est un peu différent, puis qui est inspiré beaucoup de Fall of Rome, c'est le déplacement des armées. Tu sais, tes héros, à quelques exceptions près, peuvent pas péter les armées des orques. Tu sais, c'est comme. C'est des armées. Fait que ton bonhomme, il peut pas les péter. Il faut que tu réussisses à traîner des armées alliées pour tuer les autres armées. Fait que t'as un peu une gestion supplémentaire qui s'ajoute à la dynamique habituelle. Moi, je suis mitigé par rapport à ça. Mais c'est peut-être moi qui veux comme
qui veut que ce soit pandémie, mais c'est pas pandémie. Tu sais, c'est un peu. C'est différent, je te dirais. Ben, c'est sûr que c'est pas autant déterministique, mettons, que genre je dépense une carte pour enlever un cube, là. Quoi que tu peux le faire ça aussi, là, quand il y a un jet de bataille, tu peux dépenser des ressources de plus pour comme te rajouter des hits, si tu veux. Mais au final, c'est qu'à chaque fois que tu fais une bataille, tu vas rouler un certain nombre de dés, puis tu sais, les dés, les probabilités qui sont dessus, la plupart du temps, tu vas perdre à peu près autant d'armées alliées que ennemies, tu sais. Ouais. Tu peux t'arranger pour comme mitiger ça un petit peu parce que dans le fond, il y a un dé qui est vraiment catastrophique pour toi si t'as des Nazgûl dans ta région. Fait que à toutes les fois que tu fais une bataille puis qu'il y a des Nazgûl qui sont là, tu sais que tu joues un petit peu avec le feu puis que t'as une chance de comme avoir un désastre si on veut. Mais des fois, t'as pas le choix de courir ces risques-là parce que les armées ennemies, elles, quand elles avancent, ben si au moment où elles arrivent, il n'y a pas d'armée, ben ils vont juste détruire la ville. Mais si la ville est défendue, dans le fond, quand ils arrivent, tu jettes les dés, puis là tu regardes tu sais, les pertes de chaque côté, là, mais sur la longueur de la game, là, je te dirais que pour les jets de bataille, attends-toi à ce que ça soit pas mal kiff-kiff. Tu risques de perdre autant d'armées alliées que tu vas enlever d'armées ennemies. Là. Peut-être qu'il y a une coupe de jets que tu vas être plus chanceux puis que tu vas enlever des ennemis sans perdre d'alliés ou en perdant moins, mais tu sais, l'inverse va être vrai aussi, mais comme ça a duré de la game, ça devrait à peu près se balancer. Règle générale. C'est à Parce, peu près un pour un. parce que À peu c'est près. ça, la game est assez longue puis tu vas faire assez de jets de dés que ça va arriver comme ça. C'est une autre grosse différence avec les. Ben, grosse. Une autre différence notable avec les autres pandémies, je trouve qu'il est un petit peu plus long, plus difficile aussi, mais à cause que tu rajoutes les règles thématiques de justement comme comment tu gères Frodon puis tout ça, puis la quête, euh, il feel plus épique aussi. Il est plus immersif, je trouve. C'est sûr qu'il file plus thématique. Tu sais, les cartes missions, tu sais, c'est des événements des livres ou des histoires alternatives. Tu sens qu'il y a comme une histoire, tu sais, avec ça. Alors que dans Pandémie, ben, tu sais, c'était plus mathématique. Là, tu sais, là, on mettait des virus puis tout ça, mais tu sais, ça pouvait être autre chose. Là. Ça aurait fait pareil. Puis ça a été Là, autre chose, tu sais, ça a été des armées de barbares, ouais. ça a été des Les, inondations, ça a été plein de choses. Là. les cultistes de Cthulhu aussi, tu sais, ça a été plein d'affaires. Là, on est plus à cheval avec la thématique. Tu sais, on a altéré les règles pour que ça fitte plus. C'est quasiment un merge de Pandémie puis de War of the Ring. Là. T'as comme l'histoire épique qui est là, puis tu sais, t'as peut-être pas les jeux de cartes qui représentent les événements précis, mais t'as les missions qui font ça un petit peu, puis comme il est fait pour que quand peut-être que tu reconnaîtras pas exactement le chapitre de l'histoire quand tu vas lire la mission, mais juste par les actions que tu vas prendre, tu vas un petit peu recréer un peu comment ça s'est passé dans le film ou dans les livres. Puis je trouve qu'il y a aussi l'espèce de dualité que faut que tu gères les armées, mais faut que tu gères la quête de l'anneau aussi, tu sais. Tu fasses ça en secret, que les autres personnages ils font tout ce qu'ils peuvent pour que Frodon il puisse sneaker puis il se rende jusqu'à la montagne du destin, tu sais, ça. Je trouve qu'on recrée ça avec les mécaniques de pandémie, puis tu sais, c'est quand même bien réussi. Moi, il y a un truc qui m'accroche. C'est que, tu sais, dans la pandémie, il y avait une mécanique qui revenait tout le temps qui était que tu le sais, les trucs qui ont été piochés. Fait que tu sais que c'est ça qui va revenir vite quand ça revient sur le dessus quand les cartes retournent sur le dessus du paquet. Fait que tu sais à quoi te préparer, tu sais que ça va revenir, tu sais que là, tu peux plus laisser niaiser cet endroit-là. Là, le système est un peu modifié, dans le sens où t'as un deuxième facteur, c'est que chaque carte d'événement a comme un haut et un bas. Puis c'est la carte qui est sur le dessus de la pioche qui te dit fais le haut de cette carte-là ou fais le bas de cette carte-là. Fait que tu sais, si t'étais habitué, si tu savais, tu sais, dans le fond, que tel pays, là, il spawnait des unités, mais la prochaine fois que cette carte-là revient, exactement la même carte, elle n'aura pas le même effet nécessairement, parce que tu as une chance sur deux que finalement,
Ben là, c'est pas des armées qu'elle appelle, là, c'est que c'est des Nazgûl que ça fait bouger puis ça amène l'œil ou whatever, tu sais, ça Mais, fait que t'as plus cet aspect prédictibilité. Tu sais, euh, on le prend pas tant, on l'a pas pris en compte, là, cette notion-là dans nos actions. oui puis non, parce que deux choses. Un, c'est tout le temps la même. Tu sais, oui, il y a le haut et le bas, mais ça va tout le temps affecter la même place. Fait que ce que ça va faire, dans le fond, c'est que soit ça va rajouter des troupes euh, au début d'une ligne de front, si on veut, ou soit que ça va faire avancer les troupes qui sont là. Puis Sauf que quand tu fais quand avancer il les troupes, avance, c'est là que l'œil et les Nazgûl font quelque chose. Mais tu sais, mais il y a quand il comme avance, trois effets différents, pis c'est tout, là. Fait que tu sais, ouais, mais c'est pas aussi direct qu'avant. Tu sais, tu peux pas dire, OK, je vais checker cet endroit-là, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de spawn là, parce que là, on va tomber en outbreak. Là, tu peux pas faire ça. Là, de toute façon, les distances sont assez éloignées. Je veux dire, souvent, tu sais, on part, on est loin du Mordor, puis la plupart des unités, ils apparaissent dans ce coin-là. Tu sais, le Mordor, le sud, l'est, où nos bonhommes sont pas trop là. mais Tu peux comme tu pas sais le quand même, libérer. c'est. Ben, tu sais quand est-ce que les villes vont être safe, quand est-ce qu'ils vont l'être moins. Il est pas autant prédictible que les autres, mais c'est pas complètement random non plus. Ça serait ça mon contre-argument. Ouais. Mais on en regardait vraiment moins ça, mettons. Ben, Tu sais, peut-être toi, mais moi, j'en prenais compte. ok. Tu sais, il y a une Moi, couple de fois qu'on s'est dit, genre, ah, on n'a pas besoin de laisser d'armée ici parce qu'on sait que cette ville-là est safe, il n'y a pas de route qui se rend jusque-là, tu sais, c'est pas des points chauds. ouais, mais ça, c'est parce qu'on avait éclairé des. Ben, On c'est avait ça. éclairé des châteaux, des méchants. Exactement comme dans la pandémie, quand tu claires un Un spot, virus au tu le sais complet. qu'il reviendra pas après, tu sais, c'est le même principe. Là. Ouais, mais tu sais, c'est plus dur de se dire, tu sais, faut vraiment que je tue toutes ces armées-là parce que c'est sûr qu'ils vont avancer, parce que c'est pas sûr qu'ils vont avancer. Ben, c'est Mais un ouais. petit peu moins sûr, mais il y a quand même des bonnes chances. Mais tu sais, c'est à prendre en compte quand on y joue, là, tu sais, c'est le plus différent des pandémies que j'ai joué. Ouais, ça là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est aussi, pour moi, en tout cas, ma version préférée. Moi, je suis pas encore 100% convaincu. J'avais beaucoup aimé Clone Wars. Fait que là, je suis comme. Tu sais, c'est cool. Je trouve qu'ils ont pris des risques, ils ont pris des chances. Mais je suis comme pas. Ben, ils sont allés ailleurs, parce que, tu sais, on l'a dit, Ouais. là, c'est comme je sais pas combienième volet de la série Pandémie. Je trouve ça cool qu'ils aient été capable de se renouveler un petit peu. Hein. En même temps, je vais dire, peut-être qu'il est rendu là, il n'y avait pas le choix. Là, parce qu'à un moment donné, Ben, je veux dire, il faut un aurait, peu innover. Là. C'est sûr que là, ils l'ont fait. Là, il et aurait- c'est différent. je veux dire, il aurait pu faire comme ils ont fait avec Star Wars Bataille de Hoth, puis juste comme reskin un jeu qui existait déjà, puis comme rajouter du artwork, puis appeler ça un nouveau jeu, là. Oui, mais en même temps, c'est peut-être ça qu'on recherche dans certains cas. Tu sais, là, moi, je n'allais pas, j'ai pas acheté Mémoire 44. Puis là, on a celui-là. Celui-là, moi, là, je vais me contredire parce que ceux qui y sont là depuis le début, tu sais, ils savent que moi, je l'avais pas beaucoup aimé, Mémoire 44. Puis je me suis pris à aimer Battle of Hoth. Là, est-ce que c'est juste parce que au lieu d'avoir des armées, c'est des Stormtroopers? C'est-tu juste ça? C'est-tu juste parce que ma façon de profiter du jeu a changé? Je sais pas, peut-être. On l'a joué ça à Euh, table aussi, l'autre on l'avait joué juste sur BGA. On n'avait c'est pas vrai. l'aspect tactile des petites figurines, on n'avait pas, tu sais, peut-être des fois il y a des choses que BGA automatise que tu comprends pas nécessairement qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi que tes unités y explosent à ce moment-là, ou comment que tu retraites, tout ça, tandis que quand il faut que tu le fasses toi-même, ben, tu te poses un petit peu plus de questions, puis peut-être que tu comprends mieux les règles, puis la stratégie par le fait même, là. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs, mais tu sais, même, tu sais, c'est un peu, c'est ça que je cherchais. On m'a dit c'est Battle, ben, c'est Mémoire 44 version, ben, avec un skin Star Wars, puis c'est pas mal ça. Puis
je suis satisfait là-dedans. Mais j'ai pas. Je trouve que de vendre Lord of the Ring, Fate of the Fellowship comme étant une pandémie, Lord of the Ring, c'est pas tout à fait ça. Mais ça reste pandémie, là, dans le sens que t'as un deck d'événements, tu sais pas trop quand est-ce que tu sais, il est gradé, tu le Ouais, splits ben tu sais, en 5, il y a puis il y a des des... éléments. Il y a des éléments qui reviennent, qui rappellent des trucs, mais tu dois le jouer vraiment de façon différente. Mais c'était vrai pour Clone Wars aussi, puis tu disais toi-même que tu l'avais aimé. Ouais, ben, Moi, Clone Wars, c'était pas si. je le trouve plus proche de Clone Wars que de Pandémie classique. Il est encore plus proche de Fall of Rome, là. Ouais. Mais oui, oui, c'est sûr que Clone Wars rajoutait des petites affaires, mais tu sais, c'était pas non plus beaucoup. Tu sais, c'était pas énorme ce que ça rajoutait. Ce qui était cool, c'était un peu l'aspect que les méchants, ils changeaient, fait que ça changeait un peu le boss, puis comment allait se passer la fin. Tu sais, il y avait ce petit truc-là qui était différent. Euh, Là, on remplace ça plus par les missions qu'il faut effectuer. C'est plus thématique, je vais dire, dans Fate of the Fellowship, parce que Mhm. tu as comme un aspect narratif, puis tu vas chercher une histoire du livre. Tu sais, les boss dans ce Clone Wars, tu sais, c'était OK, lui, il fonctionne avec une mécanique de menace, lui, il vient avec ses deux acolytes. Tu sais, ça changeait un petit peu, mais tu sais, ça n'a pas comme de lien narratif intense. Là. Fate of the Fellowship, il y a plus ça. Il y a Oui, ça plus... file plus un peu comme une histoire, puis un peu plus comme une réécriture, mais Je trouve qu'il y a plus de diversité aussi avec les personnages. Puis tu sais, ils ont comme pas le choix de par le fait que t'en as deux chacun à chaque game. Je pense que tu peux jouer jusqu'à 5 joueurs. Fait que tu sais, tu pourras avoir jusqu'à 10 personnages en jeu en même temps. Puis tu sais, il va t'en rester dans la boîte, là. ouais. Les personnages, ils filent pas mal différents, je trouve. Tu sais, ils ont chacun comme deux, trois habilités qui sont spécifiques à eux. Il y en a qui ont des interactions entre eux autres aussi. Tu sais, comme Merry et Pipin, il y a un truc avec Sam puis Frodon. Fait que, tu sais, il y a des trucs intéressants. Jouer des personnages différents, ça feel plus différent. Puis ça change ton setup de départ aussi, parce que tu sais, Merry, Pipin, Sam, Frodon, ils vont commencer dans le comté. Gimli, il va commencer. À Erebor, tu sais, ouais, ils ont. Puis des fois, en fonction des missions que tu pognes, tu sais, t'es obligé de jouer certains bonhommes. Mhm. Il y a plus de diversité d'émissions aussi, je pense, dans celui-là que dans Clone Wars. Puis je trouve ça Ouais. cool aussi qu'ils ils t'en proposent comme des sets qui vont bien ensemble. Mettons, tu dis, ta première game, prends ceux-là, puis si tu veux un scénario un petit peu plus difficile, tu peux essayer comme ce set de trois-là, ou tu sais, comme ils en prennent qui fit ensemble, puis je- il me semble qu'ils te suggèrent des personnages à jouer avec ça aussi, pour des scénarios comme plus... Plus équilibré, ouais, mais plus dur ou plus tough, tu c'est sais, ça, ça. penser pour que ça fit ensemble. Ou tu peux aussi juste y aller au hasard. Tu sais, tu prends la mission de détruire l'anneau, t'en prends 3 ou 4 au hasard, puis après ça, tu regardes quels personnages sont obligatoires d'être en jeu, puis après ça, les autres, pour remplir, ben, ils suggèrent de comme juste les piger, là, puis les distribuer aux joueurs. Ouais. Mais ça fait aussi que, justement, tu sais, quand tu y vas aléatoire, le jeu peut être vraiment tough, je pense. T'as des Ou- missions, là, ça va pas bien ensemble. Là. Faut que tu sois partout en même temps, puis ça peut être dur. Alors que d'autres fois, tu sais, ça peut aller assez smooth. Là. Tu sais, nous autres, quand on a joué, je pense que c'était pas mal smooth. Tu sais, on avait notre ligne, notre groupe a pu quand même bien se tenir, puis on était capable de compléter plusieurs missions en même temps. Ça a commencé rough, Euh, par exemple. On a eu de la misère au ouais. début. Quand on a réussi à sortir Frodon de la comté avec les 9 Nazgûl qui le suivaient aux fesses, un peu comme dans les films, au final. Ça a Ouais. été mieux après. Je pense qu'on a un petit peu triché parce qu'on a oublié une fois ou deux. Là, moi, j'ai joué Gollum, puis il y avait comme des restrictions sur. Il faut pas qu'il se ramasse en même temps avec des armées et Sam puis Frodon. Frodon. Parce que t'sais, quand ça s'est arrivé dans les livres, ça a mal fini pour lui. Fait que, tu sais, encore une fois, une restriction un peu thématique. Je trouve que c'est un personnage qui filait vraiment différent parce que t'sais, les autres, ils peuvent amener les armées, ils peuvent recruter de nouvelles unités. Lui, il peut pas faire ça. Puis ça fait du sens. Là. C'est pas Gollum qui va aller dire aux nains que ouais, il faudrait peut-être aller se battre contre les orques. Là.
ça fitterait pas vraiment. Mais en contrepartie, tu sais, il était pas autant restreint dans certaines affaires, puis il était capable d'aller chercher des bonnes cartes de furtivité qui fitaient très bien. Tu sais, ça fitait bien qu'il accompagne Frodon pour le petit bout au Mordor, là, puis qu'il sert de guide au final. Là. Parce Ouais, qu'il. il les aide à se cacher. Il aide, dans le fond, à se protéger dans les jets de track. Mhm. Fait que il y a un aspect thématique. Fait que c'est ça, il est plus thématique, plus difficile que les autres pandémies, mais en même temps, moi, tu sais, pour un jeu que. C'est le genre de jeu que j'aime bien jouer en solo, puis tu sais, comme craquer la difficulté pour avoir un défi, puis tu sais, si je le bats du premier coup trop facilement, des fois j'ai pas le goût de revenir au jeu, mais là d'avoir un bon défi puis de le jouer jusqu'à temps que je gagne, peut-être que ça. Ou tu sais, si jamais. Ou, tu sais, si je gagne que j'ai pas l'impression que ça a été trop facile. Là, la plupart des games que j'ai joué, là, ça s'est joué à. Soit qu'il me manquait un espoir pour gagner ou qu'il me restait juste un espoir à la fin puis que j'ai été correct par la peau des fesses. Là. Moi, je me suis fait malmener dans une partie solo assez solidement. Je l'ai préféré à plusieurs parce que quand tu joues en solo, c'est un peu différent. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, tu peux jouer solo en étant comme en gérant deux mains, mais ils ont aussi un mode adapté qui change un peu la dynamique, qui fait qu'au lieu de faire quatre actions avec un bonhomme, puis une action avec un autre, ben, tu as toujours Frodon qui va être actif à tous les tours, qui va faire une action, puis tu as trois héros qui, eux, vont faire quatre actions. Fait que tu fais quatre avec un, une Frodon, quatre avec l'autre, une Frodon, puis comme ça, tu Pas, bookes comme ça jusqu'à la fin. pas quatre autres personnages en plus de Frodon. Trois, quatre là, quelque chose comme ça, là. Mais c'est ça, puis ça tourne à mesure que la partie avance. Mais là, l'affaire, c'est que tu as comme une main de carte pour tous tes bonhommes. Fait que, tu sais, des fois, quand tu joues à plusieurs, ben, tu sais, tu peux dire, ah, OK, l'autre joueur peut des fois comme fournir une carte ou t'aider. Là, t'as pas cette option-là. Tu sais, t'es pris avec qu'est-ce que t'as, puis tous tes bonhommes ont cette même affaire, là. Ben, ça a du bon et du mauvais parce que des fois, t'as besoin de cartes spécifiques avec un bonhomme à un endroit en particulier. Fait que le fait que tu la partages avec tout le monde, ben, tu peux juste garder ces cartes-là puis amener ce bonhomme-là. Versus quand t'es en multijoueur, ben, si c'est moi qui épige ces cartes-là, ben, j'ai comme. Soit qu'on se croise deux bonhommes à un autre endroit pour pouvoir s'échanger des cartes, mais tu sais, ça prend beaucoup d'actions ou carrément que je m'en vais avec toi, puis des fois, certaines missions, tu sais, les deux peuvent comme dépenser les cartes pour la réussir, fait que tu sais, on s'aide pour la faire ensemble. Ouais, mais là, quand tu es en solo, ben, tu sais, admettons, tel bonhomme, ben, il faut que tu actives son pouvoir avec des furtivités, tel autre, il faut que tu fasses des amitiés. Tu peux pas avoir tout ça dans ta main à un moment donné, surtout que tu es limité à 7 cartes. Oui, tu peux comme faire des échanges puis les transformer en jetons, mais tu sais, tout seul, tu as comme t'as un moins grand pool de cartes possible que quand tu Mhm. joues à deux, admettons. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Fait que ça fait que le jeu est probablement plus dur si tu joues comme ça, mais tu sais, c'est pas beaucoup plus de gestion là, de faire deux mains de cartes puis deux personnages associés à chacune de ces mains-là. Là. Bref, jouer à deux joueurs. Ça se fait bien même tout seul, là, c'est pas... Ouais, moi c'est ça que j'ai fait quand je l'ai joué en solo en fait. Ça se gérait très très bien. Mais tu sais, je te comprends de dire que le jeu est plus tough quand je suis pas là pour te dire quoi faire. Oh là là! Fait que je pense que ça fait le tour. Donc, est-ce que vous allez être plus hashtag Team Vince avec Star Wars Battle of Hoth? Ouais, il va être hashtag Team Sam avec le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Ou sinon, c'est quoi votre jeu préféré qui est un spin-off d'un autre jeu, mais qui est aussi Star Wars ou Seigneur des Anneaux en plus? Ou une franchise connue? Ah, ok, on peut élargir comme ça. Parce que c'est pas les choix qui manquent, même si on se limite à Star Wars puis Seigneur des Anneaux. Là. Il y en a un puis un autre, mettons. Ouais. Fait que venez nous dire Fait que, ça en commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Discord, sur Podbean, sur Spotify, n'importe où ce que vous nous écoutez.
On aime toujours ça, lire vos commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à boardgameduel@gmail.com. Allez voir notre spreadshop si vous voulez avoir du linge à notre effigie. On ne fait pas d'argent là-dessus, mais ça nous donne de la visibilité. Sinon, vous pouvez aussi nous encourager sur Patreon. Ça vous donne accès à tout plein de contenus bonus. Si vous nous écoutez au moment où l'épisode sort, on va être à la Kige. Donc, à regarder les nouveautés que les éditeurs nous préparent pour l'année prochaine. Fait qu'on va peut-être en profiter pour tourner un petit peu de contenu pour nos Patreon, tant qu'à être là, tiens. Fait que si ça vous intéresse ou si vous voulez les capsules en dessous de la table ou tout le contenu qu'on a déjà fait exclusif au Patreon, vous pouvez vous inscrire ne serait-ce que pour 1 mois, puis ça vous donne accès à tout ça, puis vous pouvez vous désabonner après, puis on vous jugera pas trop. Pas trop, comme dit Sam. Mais ils vont tellement aimer ça que je suis sûr qu'ils vont vouloir rester. Donc, sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on dit à plus. Bye! Merci de faire notre chanson thème. Dis-moi jamais les odds. Ouais. T'as bien dit, ça semble une belle réponse. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est une phrase. Ben, c'est dis-moi. Attends. They never tell me the odds. C'est ça, ouais, de Han Solo. Mais j'essayais de la dire en français, puis là, mon cerveau était comme bloqué. Ouais, mais tu comprends pas que si t'expliques la joke, c'est plus drôle. On me dit ça souvent. Mais j'aime ça parce que tout le monde comprend. Tout le monde est inclus. Il n'y a pas personne qui fait comme Hein? Je comprends pas la référence. Non, je te l'explique. Merci.